Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous en direct. Ce soir à la Ligue vaudoise contre le cancer, nous avons le plaisir d'accueillir Alessia Rapin. Bonsoir. Bonsoir. Elle nous fera l'honneur de témoigner sur son histoire. Juste avant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce mois d'octobre dédié au cancer du sein, dédié aux personnes qui traversent cette maladie. Et puis, vous dire aussi que débute dès cette semaine, dès aujourd'hui, une action en faveur des proches aidants. Je vais vous montrer le flyer du canton de Vaud. Donc, c'est une série d'activités pendant la semaine prochaine, et ça débute ce soir, d'activités puis aussi de découverte de la relève qui peut être offerte aux proches aidants. Et donc, vous pouvez vous renseigner auprès de l'association Espace Proche au 0800 660 660. Alors, restez avec nous, posez vos questions en direct sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, au fur et à mesure du témoignage, on aura aussi la chance d'avoir un petit flash sur la fondation Francine Della Creta qui soutient les femmes atteintes de cancer du sein. Et puis, si je vois passer ma collègue Isabelle Philippona, responsable de prévention, si elle entend cet appel tout à l'heure, comme ça on pourra lui poser aussi quelques questions sur la vaccination puisqu'on parle dernièrement d'une 3e dose. Mais on va commencer avec vous, Alessia. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Vous avez souffert d'un cancer du sein. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert ce cancer? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, j'ai fait une randonnée à la montagne avec des bâtons. Je me suis encoublée. Je suis tombée avec les seins sur les bâtons. Et normalement, ça me faisait mal. Mais après un mois, j'avais encore mal à un sein. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, je suis allée chez mon gynécologue qui a fait une ponction et a envoyé pour tester. Et après ça, on m'a appelé de l'imagerie du flanc pour faire une autre test. Ils ont fait d'abord une mammographie et après, ils ont fait une ponction parce qu'ils avaient un suspect. Et donc, ça c'est... Voilà, ils ont trouvé que j'avais un cancer qui s'appelle triple négatif. Et voilà. Et donc, j'étais chez l'oncologue qui m'a prescrit une chimiothérapie. Et voilà, j'ai commencé à fin août 2019. La chimiothérapie jusqu'à mi-janvier. Ouais. C'est l'oncologue ou non, c'est le gynécologue qui vous a annoncé le diagnostic suite à la mammographie? Non, la mammographie, ils m'ont dit ça tout de suite. Non, ils m'ont dit à la mammographie, ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose, c'était pas bien. Et après, c'est l'oncologue qui m'a annoncé la maladie. Oui. C'est l'oncologue. Et comment vous avez réagi à ce moment-là? J'ai eu un coup, mais du coup, j'ai suivi ce qu'on m'a... J'ai fait confiance à l'oncologue et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Donc, voilà. Il vous a prescrit une chimio. Est-ce que là, on vous a parlé déjà d'une opération? Non, il a dit que d'abord, il fallait la chimio. Il fallait faire la chimio et qu'après on verrait. Il voulait d'abord, en fait, ils se sont trouvés à plusieurs médecins. Ils font un réseau tous les mardis et ils décident tous ensemble quoi faire. C'est pas que lui qui décide, c'est tous ensemble. Et donc après lui, il me dit qu'est-ce qu'ils ont discuté. Donc vous faites de la chimio. Oui. Et puis à la fin de ce traitement-là, oui, on vous parle d'une opération. Pendant la chimio, on m'envoie faire un test génétique. Et il découvre que j'ai un gène modifié, lequel il me donne le risque du 40% de avoir un autre cancer. Et donc là, on me parle de... Parce qu'en fait, j'avais plus rien. La chimio, elle a tout détruit.
mon cancer. Mais comme j'avais ce gène modifié, ils m'ont donné deux possibilités. Ou j'enlevais les seins, les deux seins, les ovaires et les trompes, ou je continuais ma vie et tous les 6 mois, je devais être testée pour voir si c'était venu ou pas en cancer. Et donc j'ai préféré faire l'opération, enlever tout. Et comme ça, j'étais plus ou moins sûre et au niveau de Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde. Et à partir de votre décision, oui, l'opération, elle se fait combien de temps après? Mais en fait, l'opération, puis en fait, il y a eu le Covid en mois de mars, donc il fallait attendre. Il n'y avait pas beaucoup de place dans l'hôpital, et c'est quand même une opération qui a duré 8 heures. Donc l'opération pour tout enlever, c'était le 13 février. 13 février, j'ai tout enlevé. Et la reconstruction, ça a été fait le 16 juin. Et pendant l'attente de l'opération, vous aviez peur? Vous aviez de l'appréhension? Non, pas du tout. Vous étiez confiante? J'ai jamais peur. Non, je suis confiante, je suis positive. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidée. C'est ce que m'a dit l'oncologue aussi. Et en fait, dans l'attente de l'opération, je devais aller chez la physiothérapeute pour me faire mettre des bandages très serrés pour que la lymphe ne parte pas ailleurs. Donc, fallait que ça reste bien compressé. Et donc, voilà, j'étais en route, disons. Donc, c'est début 2020 qu'on vous opère des deux seins? Oui. Et oui. Quand vous vous réveillez, comment vous vous sentez? On m'a dit si je voulais voir dans la salle de réveil. Puis j'ai dit oui tout de suite. Et puis j'ai regardé. Puis rien. J'ai pas eu une grosse réaction. Rien. J'ai regardé. Puis voilà. Je savais que j'allais les reconstruire. C'était une évidence pour vous? Ah oui. Et encore plus, une fois que je les ai enlevés, pendant tous les mois que j'étais enceinte, heureusement, il y avait ces mousses qu'on peut mettre pour camoufler un peu la chose. Mais vraiment, à la maison, peut-être, je mettais pas ça, je voyais que j'étais vraiment plate. Ça me plaisait pas. Non, je me sentais pas à l'aise de sortir comme ça. J'étais contente de voir ces mousses. Et alors, juin 2020, donc à peu près 5 mois après, oui. On vous reconstruit. Avec oui. Quelle technique? Quel type de reconstruction? J'ai choisi la technique du Dieppe parce que j'avais assez de graisse pour le faire. C'est-à-dire, ils prennent la graisse du ventre pour l'injecter dans les seins. Et c'est-à-dire, c'est naturel. Ce n'est pas des implants qu'on doit changer tous les 10 ans environ. Et il n'y a pas de rejet. Et donc, en plus, j'étais bien contente d'enlever la masse que j'avais devant. Et donc, voilà, j'ai choisi celui-là et je suis contente, je le referai. Même qu'il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup gênée. C'est la seule chose dans toute mon histoire qui m'a gênée. C'était après l'opération, rester couché 48 heures, sans bouger, sans pouvoir lever le dos. Là, c'était horrible. C'était horrible. Mais à part ça, tout s'est bien passé. Donc la reconstruction, c'était une opération, puis après quand même une deuxième pour... La reconstruction, après ça, ils ont dû modeler un peu les seins, parce qu'ils étaient déjà bien, mais il fallait un peu remplir un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pour bien faire la... Et là, ils ont tensionné dans les cuisses, internes, externes, pour injecter. Et quelques mois après, j'ai dû faire une autre opération, et là, ils ont construit les mamelons. Et vous saviez à quoi vous attendre? Vous aviez discuté avec des femmes qui étaient passées par là? Oui,
Oui, mais ils n'avaient pas fait vraiment mon opération. Ils avaient fait avec un plan. Ils n'ont pas fait exactement ce que moi j'ai fait. Et donc non, j'allais un peu vers l'inconnu. J'avais vu des photos de comment c'était l'après. Et après encore, il faut voir comment on cicatrise, parce que le médecin m'a dit que je cicatrise comme une jeunette, que je suis super, voilà, que je réagis très bien, que ce soit la chimio, que ce soit les opérations. Je ne sais pas si c'est que ma positivité, mais tout va dans le bon sens. Vous aviez du soutien autour de vous? Oui, j'avais ma famille et j'avais des amis. J'avais des amis qui prenaient pas de nouvelles parce que j'avais créé un groupe WhatsApp où je donnais toutes les semaines de mes nouvelles. Comme ça, les amis n'avaient pas besoin de s'inquiéter, savoir est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien. Comme ça, tout le monde était au courant et suivait la chose en me soutenant, en envoyant des messages, voilà. Je vous propose de continuer dans quelques minutes avec la partie aussi du tatouage. Oui. Mais juste avant, on peut écouter un flash, une présentation sur la fondation Francine de la Creta. Quel effet ça vous a fait d'entrer comme ça, je dirais, dans les coulisses d'une exposition? Francine de la Creta. Moi, je me sens un petit peu comme une petite fille à qui on a fait confiance. Et puis, j'ai l'impression que je joue aux interviews, que je joue à faire des accrochages. Enfin, un côté un peu un étonnement d'entrer dans un autre monde. Et puis, quelque chose d'un peu enfantin dans le fait que ce soit possible. Quel effet ça vous fait, ça? De ressentir cette émotion enfantine? Je trouve ça assez sympathique parce qu'au fond, je suis contente de nous, je suis contente du travail qu'on a fait, puis en même temps, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai l'impression que le fait qu'on soit complètement hors de ce milieu nous a permis de faire beaucoup de choses avec naïveté. Francine de la Creta, merci. Merci. Puisque l'art doit au corps féminin quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre, quelques-uns de ses plus grands artistes, n'est-il pas juste de leur demander de l'aide lorsque leurs muses sont blessées? C'est une phrase que Francine de la Creta a écrite dans le catalogue de la première exposition des Saints dessins en 2006. Francine était une de mes amies. En 2005, elle m'a parlé d'un projet qu'elle avait avec Marie-Christine Gaillou-Mathieu, qui est chirurgien plastique, qui était une amie de Francine. Elles ont pensé les deux à faire une exposition sur ce thème des seins, parce que Marie-Christine était confrontée par sa pratique de reconstruction mammaire à ce sujet, et Francine souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du sein. Bien sûr qu'il y avait l'idée dès le départ de récolter de l'argent, et puis c'est une exposition qui a toujours suscité de très fortes réactions, peut-être d'après le sujet, et puis c'était pas juste des beaux nénés, si je peux dire ça comme ça. On a toujours fait un catalogue qui est offert à tout visiteur de l'exposition avec des explications pour que le visiteur puisse se plonger dans la démarche de l'artiste. Francine est décédée avant ses 40 ans, que cette vie trop courte s'est poursuivie à travers ce fond, et puis de voir quand même aussi toutes ces femmes qu'on a pu aider. J'ai vu à quel point il y avait un sens que cette expo se poursuive et qu'elle continue de se poursuivre, parce que malheureusement le cancer du sein existe toujours, 14 ans après le décès de Francine. Alors, je m'appelle Amy Perrier, j'ai 29 ans. Je travaille comme apprentie ASE spécialisée dans le handicap. J'ai fini mon apprentissage le 20 juillet. Et comme passion, j'ai le jiu-jitsu brésilien qui a été un échappatoire dans ce moment très difficile de ma vie. La Fondation de la Creta, je l'ai connue grâce à la Ligue du cancer, car j'ai eu le cancer du sein. Je devais faire un prélèvement d'ovocytes et financièrement, j'avais pas les moyens de payer. Et quand je suis tombée malade, ça a été difficile déjà d'accepter la maladie, ça a été difficile de prendre conscience que y avait aussi l'aspect financier derrière. J'avais pas du tout conscience de ça et c'était effectivement la dernière de mes préoccupations. Donc j'ai eu la chance d'avoir la fondation qui était là pour me soutenir dans cet aspect-là. C'est passé très vite, j'ai
En 3 semaines, j'ai dû prendre une décision. C'était très difficile pour moi d'accepter le fait que je ne pourrais peut-être pas avoir d'enfant et financièrement, comme je suis en apprentissage, c'était quelque chose que je ne pourrais pas payer. Maintenant, comment je vais? Je vais bien. Je vais très bien, même. Ils m'ont énormément aidée et pour moi, c'est un peu leur tourner la monnaie de la pièce en leur disant merci. Le début de tout ce parcours qui a mené à la Fondation, ça a vraiment été l'amitié non seulement qu'il y ait Marie-Christine Gaillou-Mathieu avec Francine de la Creta, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui se sont impliquées dans le processus. Moi, c'est l'ADN, enfin le cœur de la Fondation. C'est ce lien entre la question de la vie matérielle, mais aussi de la vie symbolique, la question du sens qu'on donne à ce qui nous arrive. La Fondation, il a été créé juste après la première exposition en 2006. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai été sollicitée à ce moment-là en tant que sœur de Francine pour assurer la vice-présidence, qui m'a énormément honorée, mais qui m'a aussi réjouie parce que c'est tout le sens aussi de cette fondation, c'est de quelque part pour les personnes qui ont aimé Francine, qui l'ont connue, qu'elle soit toujours là, quoi. Depuis, on a reçu toutes sortes de demandes extrêmement variées. Il y a des personnes qui se trouvent en difficulté pour payer un camp de vacances à leur enfant, ou ont des projets professionnels, mais elles n'ont plus les moyens de s'offrir une nouvelle formation. Des projets artistiques aussi. La fondation, depuis 2006, a aidé plus d'une centaine de personnes. Voilà, on se retrouve avec Alicia Rapin pour ce témoignage sur le cancer du sein et la reconstruction, mais j'aperçois Isabelle Philippona, notre infirmière de prévention responsable. Je l'invite à venir quelques minutes vers nous pour faire le point sur la vaccination. On entend depuis quelques semaines qu'il y aurait une 3e dose de vaccin, de rappel, pour lutter contre le coronavirus. Alors, qui est concerné par cette 3e dose? Oui, bonsoir. C'est vrai que cette 3e dose est une dose de rappel. Alors, celle-ci s'adresse pour l'instant particulièrement aux personnes vulnérables, c'est-à-dire les 65+, et les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc là, par rapport à l'oncologie, par exemple. Donc plus spécifiquement. Et puis cette dose, elle devrait se réaliser 6 mois après la dernière dose, donc du 2e vaccin. Donc pour la population générale, on reste avec un pass sanitaire après 2 doses de vaccin pour l'instant? Alors pour l'instant, selon le site de l'Office fédéral de la santé publique, ce sont les recommandations. Aussi à rappeler qu'avec les 2 doses, une personne est protégée à 90%, et même plus. Donc qui assure déjà une bonne protection. Malheureusement, les personnes qui sont infectées après ces 2 doses montrent quand même peu de symptômes, donc c'est la preuve que c'est vraiment efficace. Donc pour le moment, c'est à privilégier les personnes plutôt vulnérables, comme je le disais, les 65+, et plus particulièrement peut-être encore les 65+, mais les personnes vivant en EMS, où justement il y a plus de contagion possible, hélas. Alors je profite que vous êtes là pour parler aussi de la grippe. On se pose la question, est-ce que la campagne va démarrer? Est-ce qu'il faudra aussi se faire vacciner contre la grippe saisonnière cette année? Oui, alors on l'a vu l'année passée par rapport aux protections qu'on a utilisées pour le coronavirus, que ce soit le port du masque et puis le lavage des mains. Il y a eu beaucoup moins, si ce n'est quasiment un absentéisme de grippe, que ce soit au niveau suisse mais aussi au niveau de l'Europe. Donc on a vu que ces mesures d'hygiène nous ont vraiment protégés. Mais justement le vaccin, il reste recommandé pour les personnes vulnérables qui sont le même pour le coronavirus, c'est-à-dire les 65+, et les personnes avec une maladie chronique, les personnes plus vulnérables. La campagne de vaccination va débuter, disons, mi-octobre, comme ça, mais qui peut se faire jusqu'à la fin de l'année, où quand les personnes vaccinées avec l'influenza, qui est le virus de la grippe, peuvent encore bien développer de la résistance, justement des anticorps. Et puis donc dès la mi-octobre, et puis je crois que la journée de la vaccination est le 5 novembre plus précisément.
Très bien, merci beaucoup Isabelle. Vous restez volontiers avec nous pour la fin de l'échange avec Alessia, si vous le souhaitez. Donc Alessia, on a parlé de votre reconstruction mammaire, hein, oui. du volume qui a été recréé, du modelage, aussi de la reconstruction du mamelon. Et puis, suite à ça, quand on préparait aussi l'émission, vous avez parlé de la dernière étape. C'est le tatouage. Le tatouage qui est petite cerise sur le gâteau. Alors, le tatouage... En 2 fois. D'abord une première fois et après un mois en deuxième fois. Donc, une première fois, vous prenez... C'est votre chirurgien, votre oncologue qui vous recommande quelqu'un? Non, c'est quelqu'un du CHUV. C'est une infirmière qui est spécialisée. Il n'y a qu'une infirmière. Ils sont en train d'en former une deuxième. Parce qu'il a un peu moins de travail. Mais oui, c'est une infirmière qui fait ça, qui a été formée pour ça. Elle fait ça magnifiquement. C'était douloureux? Pas du tout. En fait, en me reconstruisant les seins, il n'y a plus de sensibilité. Donc, c'est comme deux boules de graisse. Et j'ai mis une crème pour anesthésier, mais pour précaution, mais je n'ai rien senti, non. Et il a fallu... Enfin, ça a duré combien de temps, la première... Bon, parce qu'en fait, on choisit aussi une couleur et plus ou moins 2 heures en tout. Le rendez-vous. Mais ça dure peut-être une demi-heure, le tatouage. Pour chaque aréole? Non, les deux. Les deux. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Pas plus, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes contente? J'ose vous poser cette question. Vous êtes très contente, très contente. Voilà, satisfaite et oui. Comment vous vous sentez? Il y a des choses que vous arrivez, vous revivez comme avant? Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire? Non, je fais tout comme avant. J'ai rien, aucune restriction, que ce soit l'équitation, la natation, la marche, tout. Vous avez dû reprendre petit à petit ou vous avez pu... Enfin, à partir de quel moment vous avez repris une activité? Ben, la natation, dès que les cicatrices étaient prêtes à aller dans l'eau de la piscine. Et l'équitation, ça fait 1 mois parce que il y avait quand même on ne sait jamais, des animaux peuvent réagir peur d'une chute, par exemple. Oui, peur d'une chute, que ce soit pour les opérations, puis la chimio, ça fatigue, donc c'est mieux de ne pas exagérer là. Non. Et vous avez dû suivre de la réadaptation, de la physiothérapie ou... Non, c'est juste, voilà, j'ai eu mal au genou. À un certain moment, j'ai eu mal, comme je marchais beaucoup, j'ai eu mal au genou. Et on me dit, ça vient de la chimio. J'ai été chez la physio, elle m'a drainé les jambes. Et j'ai aussi reçu des semelles orthopédiques pour améliorer ça. Et maintenant, j'ai mal aux pieds. Donc, je continue à aller chez la physio pour drainer les jambes et améliorer cette douleur aux pieds. Et on sait, ça peut venir de la chimio. On m'a aussi conseillé de prendre des gouttes homéopathiques pour drainer la chimio. Je suis en train de faire maintenant une cour de 3 mois et je verrai bien si c'est ça ou pas. Mais c'est vrai que pendant la chimio, je devais mettre des gants et les premières chimios, des gants et des moufles, non, des chaussons glacés pour empêcher que la chimio aille aux extrémités. C'est pour éviter, mais bon, je sais pas si ça a servi ou pas, mais j'ai mal aux pieds. Mais juste quand je suis au repos. Sinon, ça va. Et à présent, pour la partie de la poitrine, donc tout est fini. Je vais à la piscine, on voit rien du tout, les cicatrices on les voit pas, on a un joli ventre. Non, tout est comme mieux qu'avant. Dans votre expérience, vous avez réussi aussi à vous approprier ce corps qui avait quand même été modifié. Oui, il y a quand même beaucoup de cicatrices qui se estompent avec le temps. Elles s'effacent un peu avec le temps. Mais bon, elles sont là. Hein. Mais ça fait rien. C'est la vie. C'est la vie. Je suis toujours positive et voilà.
On a entendu cette positivité ce soir, Alessia. En tout cas, un grand merci d'avoir témoigné, d'avoir partagé votre expérience. C'est vrai que ça répond à beaucoup de questions qu'on entend de femmes qui nous contactent. Certaines questions d'hommes aussi, puisqu'il y a aussi quelques hommes par année qui sont touchés du cancer du sein. Donc, grand merci, Alessia. Et tout de bon pour vous. Merci. Pour la suite. Et alors, on vous retrouve toutes et tous la semaine prochaine, dans le cadre de la semaine Proche Aidant, pour une soirée sur Evivo, qui est un cours pour les personnes atteintes de maladies chroniques et leurs proches pour mieux gérer le quotidien. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci.